Salut les Wargamers, je profite de cette première vidéo montée de 2021 pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année et aussi introduire un petit peu le rapport de bataille que vous vous apprêtez à avoir, à savoir le premier de la ligue d'Age of Sigmar. Vous allez dans cette ligue retrouver 8 joueurs, jouant chacun une armée et une allégeance qui lui est propre, jouant ainsi une liste pour débuter une faction ou tout simplement Age of Sigmar. Je parle bien ici d'une liste pour débuter et pas pour débutants, puisque vous verrez que dépendamment des micro-ajustements qu'on va pouvoir faire dessus, soit au niveau des sous-allégeances, soit au niveau justement des traits de commandement et des artefacts, celles-ci vont pouvoir réagir complètement différemment. Je vous laisse donc en compagnie de Tim et Miladin jouant respectivement Iron Joe et Flesh Eater Court, et bon visionnage. Moi c'est Miladin et aujourd'hui je suis venu en Flesh Eater Court. Moi c'est Tim et aujourd'hui pour cette partie à 1000 points, je vais jouer Uruk Warclan, la sous-allégeance Iron Joe. Alors ce que j'adore dans cette armée, premièrement c'est que c'est de la death, c'est de la mort. J'ai prêté allégeance à cette grande alliance, donc vive Nagash. Et en plus de ça, c'est une armée qui a un fluff incroyable. C'est le meilleur fluff d'Age of Sigmar. Ça se traduit par des morts vivants qui sont complètement fous furieux et qui vivent en fait dans une illusion constante en pensant qu'ils sont des chevaliers, des nobles. Ça s'appelle des Flesh Eater Courts. Ils se pensent être dans une cour royale, alors qu'en fait, ils sont dans une grotte et ils font que manger de la chair tout le temps et gratter des os. Donc c'est complètement fou furieux, c'est neuneux et j'adore ça. Ce qui m'a plu dans cette armée en fait, c'est qu'en termes de modélisme, c'est très facile à peindre, c'est très facile à assembler. C'est nickel en fait pour commencer parce que vous pouvez y aller au contraste, vous pouvez y aller au brossage à sec et en plus ça a une bonne tête. Donc quoi que vous fassiez, c'est une très bonne armée pour commencer et juste pour kiffer des débuts de collection, quoi. Ce que j'aime bien avec les Iron Joe, c'est que c'est une armée très brutale, qui est vraiment capable de se projeter très vite et qui cogne ultra dur. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'agréable à jouer, on se fait vraiment plaisir à acheter des dés et aller jouer sur la table. Un autre point fort de l'armée, c'est que le modélisme est vraiment cool. Le design des figurines est sympa, on peut vraiment sortir une énorme pièce comme le Mokrocha qui est très bien sculpté avec des designs de dingue. Et moi j'aime beaucoup les armures des Iron Joe qui sont cabossées, on peut vraiment se faire plaisir avec des brossages à sec et faire ressortir les détails. Du coup je vais jouer un Mokrocha en pièce centrale, parce que c'est vraiment, comme on a dit, une magnifique pièce et puis histoire de puncher, parce que c'est un des trucs qui punch le plus fort dans le jeu. Je vais jouer un War Chanter, histoire de faire puncher plus fort le Mokrocha. Je vais jouer 2 x 5 brutes et 1 x 3 Gorgontas. Donc du coup les Uruk Warclan, c'est la faction qui regroupe tous les orques, pas les gobelins, vraiment c'est la partie orque des peaux vertes, ceux qui tapent dur, ceux qui aiment bien se battre entre eux. Et moi j'ai choisi les Iron Joe plus spécifiquement, parce que c'est vraiment les plus gros, les plus forts, ceux qui, durant l'ère du chaos, en fait, ont passé leur temps à se battre entre eux avec les grosses bestioles du monde de Gur et avec le chaos, et qui sont devenus encore plus forts et encore plus balèzes. Donc déjà qu'un orc c'est fort et balèze, quand on peut jouer les encore plus forts et les encore plus balèzes, on peut se faire plaisir. Du coup avant j'ai parlé un peu de l'aspect des figurines et pourquoi je les avais choisis. Et ce qui est intéressant avec la petite d'allégeance Iron Joe, c'est qu'elle va vraiment dans la même idée de ce qui me plaît, c'est-à-dire vraiment taper fort. On a la possibilité d'avoir plus 1 pour charger. On a une aptitude de commandement qui nous permet de pouvoir soit charger en face de héros, soit rebouger en face de héros, soit taper en face de héros. Donc on reste dans l'idée, on charge et on tape. Ce qui est intéressant avec la projection de cette armée, c'est que j'ai aussi une règle qui me permet, si à la fin d'une phase où j'ai pris des dégâts, je suis pas à 9 pas d'unité ennemie, j'ai le droit de faire un mouvement d'1d6 pour me rapprocher. Du coup, dans les Iron Joe, on a la possibilité de choisir des clans qui vont structurer notre liste. On peut soit le créer soi-même en choisissant un trait de commandement, des aptitudes en plus. Moi j'ai choisi de prendre les Iron Sons. Les Iron Sons, c'est un peu les tauliers parmi les Iron Joe. Je me suis dit forcément on va prendre les Iron Sons. Et les Iron Sons, ils ont plusieurs aptitudes qui sont vraiment intéressantes. La première, c'est que le premier round de combat, on a -1 pour être touché. Ça permet d'éviter un petit peu les alpha strike et les choses comme ça. En plus, on a une relique qui est vraiment sympa puisqu'elle permet de diminuer le rend de 1 des adversaires qui tapent sur le Mokrocha. On a la capacité de charger à la phase de charge ennemie. Ça, c'est vraiment un trick, on est toujours dans l'idée de projection et c'est vraiment sympa parce que personne s'attend à se faire charger à sa propre phase de charge. Et en plus, ça permet d'avoir un point de commandement en plus en début de game. Alors le match-up aujourd'hui, il va être plutôt sympa puisque c'est vraiment duel de grosses figurines. J'ai un Mokrocha, il a un Terrorgeist, ça va être un peu à celui qui arrive à arracher la gorge de l'autre, sachant que lui il en a pas, faut que je fasse gaffe. Voilà, ça va être essentiellement qui va bien jouer sa pièce. J'ai peur de son Terrorgeist parce que c'est pas un monstre qui fait rigoler, mais je pense que j'ai des outils aussi, donc ça va être sympa. Alors dans ma liste, je joue une liste Flesh Eater Court en jour du festin, donc c'est pas une des grandes cours qu'on voit d'habitude, mais c'est bien pour commencer. Donc je joue bien évidemment le Big Boss, Laborant Golking sur Royal Terrorgeist, accompagné de son fidèle Arche Régent pour buffer tout ça. Et en plus de ça, je joue une vingtaine de ghouls dans une unité et une dizaine de ghouls dans une autre unité. Donc ce qui est drôle, c'est que dans mon armée, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de figurines, mais c'est qu'une illusion. Parce qu'il y a un système d'invocation chez les Flesh Eater Court. Par exemple, mon Arche Régent peut invoquer soit 20 ghouls pendant la partie, ou 3 Flayers ou 3 Horreurs. De même, mon Terrorgeist peut invoquer lui soit 3 Flayers,
soit 3 auras, ce qui fait que mon adversaire peut vite se retrouver submergé. Ce qui est cool avec l'armée des Flesh Eater courtes, c'est que c'est une armée qui permet de taper 2 fois de suite en phase de combat grâce à une aptitude qui s'appelle la frénésie sanguinaire. De base, c'est une aptitude qui coûte un point de commandement pendant la phase de combat, mais grâce à la sous-allégeance que j'ai pris donc le jour du festin, je peux l'utiliser une fois par tour gratuitement. Donc bien évidemment, les Flesh Eater courtes faisant partie de la Grande Alliance de la Mort, lorsqu'ils subissent une blessure mortelle, je peux jeter un dé et sur un 6 annuler cette blessure. Ce mécanisme d'invocation va me coûter un point de commandement pour chaque invocation. C'est une seule fois par partie, donc il faut que je fasse attention. Je vais devoir du coup choisir à chaque fois entre utiliser mon point de commandement pour la frénésie sanguinaire ou pour les points d'invocation. Ça va être un match-up très serré, très sympathique parce qu'on a des armées assez similaires. On a un gros monstre, un petit héros pour buffer et de la piétaille juste à côté. Donc ça va être très intéressant. J'ai quand même envie d'étriper un bon Mokrocha pour Nagash. Mais on va voir comment ça va se passer. Le but de cette ligue, ça a été de pouvoir créer des armées un peu tous ensemble, des débuts d'armées pour pouvoir ensuite les continuer et pouvoir s'amuser à 1000 points. Pourquoi moi j'ai fait ces choix-là? Essentiellement parce qu'il y a beaucoup de figurines qui étaient dans le start collecting. Ensuite, j'ai fait des choix d'armes qui paraissaient plus ou moins sympas. Pour les brutes, en l'occurrence, j'ai pris l'arme à 2 mains, puisque je trouve que les brutes, elles sont vraiment sympas par 10, et qu'ensuite, dans une liste à 2000 points, je me projetais avec plutôt une fois 10. L'arme à 2 mains sera plus intéressant. Le Mokrocha, j'ai choisi le boss Chopa et le casse-dents, tout simplement, ça le permet d'être plus tanky, d'avoir cette protection sur des 6 de sauvegarde, mettre des blessures mortelles. Et les cochons, c'est la meilleure arme, tout simplement. La lance, donc là, j'ai pas vraiment hésité. War Chanter est obligatoire, il est dans le Start Collecting en plus, et il permet vraiment de buffer. C'est vraiment un choix intéressant et qu'on va retrouver dans une liste à 2000 points en 1 ou 2 exemplaires. Donc du coup, c'était vraiment un choix obligatoire. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur un scénario maison. On y a placé sur la diagonale 3 objectifs, chacun d'eux placé dans une des zones de déploiement et un au centre de la table. Les joueurs, à la fin de leur tour, pourront marquer donc 1 point s'ils contrôlent l'objectif qui y a chez eux, 2 points s'ils contrôlent l'objectif central et 4 points s'ils arrivent à contrôler l'objectif dans la zone adverse. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Show, votre chaîne de rapport de tuto et live peinture. Les 2 joueurs sont maintenant déployés, ils avaient lancé un dé et c'est Miladin qui avait justement gagné et qui a laissé à Tim le choix du côté mais qui a dû poser sa première unité. Tu as fait ce choix que de le laisser justement choisir son bord de table par le fait que tu savais que tu avais aussi une pause de moins et que quoi qu'il arrive, tu allais commencer. Je me dirige donc vers toi, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ton déploiement ? Du coup, j'ai commencé par mettre 5 brutes de ce côté-là, histoire de pouvoir sécuriser mon objectif et puis pouvoir scorer dès les premiers tours possiblement. Ensuite, je me suis mis assez loin, parce que mine de rien, il a une projection qui est assez grande aussi, on est tous les deux une projection de malade. J'ai mis 3 Gorgruntas là, pour pouvoir, avec leur mobilité, pouvoir me dispatcher un peu partout en fonction de la situation. Les 5 brutes ici, le but c'était d'aller embêter soit son objectif, soit défendre le mien, soit aller là, toujours dans cette idée de rester au centre de la table. Le Mokrocha, j'ai eu la chance, vu que j'ai plus de pauses que lui, de pouvoir le placer après son Terrorgeist, et du coup je l'ai placé en fait pour mettre une menace directe et obliger le choix de qui commence et qui laisse le tour. Du coup moi j'ai placé tout d'abord une unité de Digoul ici, le plus loin possible parce que Digoul ça fait pas trop mal on va dire, ne serait-ce que pour empêcher mon adversaire de prendre l'objectif et s'il veut le prendre il va devoir vraiment s'avancer. De l'autre côté j'ai fait un petit cordon de 20 ghouls devant mon Terrorgeist que j'ai un petit peu trop avancé au vu de la règle des Ironjo qui peuvent faire un mouvement en face de héros. Mais tout le monde est entièrement à 18 de mon Arche-Régent, ce qui veut dire que tout le monde peut recevoir des buffs avec les sorts. Voilà. C'est donc toi, Mila, qui a terminé de te déployer en premier et qui a le choix ou pas de commencer et donc d'avoir l'initiative sur ce round 1. Qu'est-ce que tu choisis? Je vais prendre l'initiative parce que j'ai pas envie de me prendre un Mokrocha dans la tête dès le T1. Moi j'ai envie mais il est pas sympa. C'est toi qui as le moins de points des deux avec 960 sur 1000. Tu vas donc jeter un dé pour voir lequel va être ton triomphe. C'est un 4, ça veut dire que au moment d'activer une unité, soit pour tirer, soit pour taper, bon ici en l'occurrence je pense que ce sera plus pour taper au corps à corps, au moment de faire les jets de blessure, tu vas pouvoir relancer ceci. Début du premier round de bataille, avant le début du tour 1 de Miladin des Flesh Eater courtes, grâce à ton trait de seigneur de guerre, tu vas de base gagner un petit point de co. Toi de ton côté, tu vas passer de 0 à 1, bien joué mon petit Mila. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? En phase de héros, tout simplement, je vais lancer mes premiers sorts. Tout d'abord, un sort avec l'Arche-Régent qui va donner plus des 3 attaques à une unité entièrement à 24. Sachant que j'ai plus 1 en lancement de sort avec mon trait de commandement, ça passe de 6 à 5. Et ça passe bien avec un 8 plus un 9. Le sort est passé. Maintenant, si l'adversaire avait justement lui-même un sorcier, que celui-ci était dans une bulle de 30 pouces du sorcier qui a lancé le sort, alors il pourrait tenter de le contrer. Là, il n'y en a pas, donc le sort est passé. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, je vais choisir le Terrorgeist pour lui donner plus des 3 attaques. Plus 3, c'est bon ça. C'est bon. L'Arche-Régent, comme il a 2 sorts par phase de héros, il va lancer un deuxième sort et celui-là va permettre de faire courir et charger une unité qui vole déjà. C'est sur du 6 et donc sur du 5.
ça passe tranquillement. Du coup, je vais choisir le Terrorgeist pour le faire courir et charger. Donc là maintenant, le Laborant Ghoul King sur Terrorgeist va lancer un sort qui va permettre d'annuler les blessures subies sur du 5+. Ça passe sur du 6, ça passe pas. On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Eh bien c'est simple, comme je sais que son Mocrochat va avancer direct et essayer de taper mon Terrorgeist, ce que je vais faire c'est que je vais avancer mes ghouls sur l'objectif en formant un cercle pour mettre à l'intérieur mon Terrorgeist qui va voler par-dessus pour essayer de faire en sorte qu'il ne puisse pas se faire taper par le Mocrochat. Mes ghouls vont essayer de se mettre le plus loin possible de son Mocrochat pour garder l'objectif et essayer de ne pas se faire charger. L'Arche-Régent, lui, va avancer de ce côté-là pour rester à portée de buff du Terrorgeist ou potentiellement des ghouls. Fin de la phase de mouvement, tu as globalement fait ce que tu avais dit que tu allais faire. On voit quand même ici, et c'est sympa de le voir justement pour ce premier move, justement une bulle de protection de son personnage. En tout cas ici on voit que le Terrorgeist est bien protégé, qu'à la fin de ta phase de mouvement, tu as aussi utilisé ton seul point de co pour justement invoquer des Flayers que tu as mis à 9 pouces de ces petites brutes. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. C'est bien ça, donc je vais lancer 2 dés par Flayer. Je vais soustraire 2 au jet de dés et avec la bravoure, on va calculer la différence et donner autant de blessures mortelles. Donc le premier, il fera 1 et 6, 7. Tu as une bravoure de... Lui, il a une bravoure de 6. Donc moins 2, ça fait 5, vu que je ne suis pas engagé. Du coup, ça ne fait rien. Donc le deuxième Flayer, 9. 9 moins 2, ça fait 7. Ah, il ramène moi là. Ça fait une BM dans la tête. Il va pouvoir l'allouer sur n'importe laquelle de ses figurines. C'est celle-ci qui va devoir tanker jusqu'à ce que mort s'en suive. Après, il mettra les blessures sur une autre. Et ça fait donc qu'il lui reste 2 points de vie. Et le dernier tir du coup du Flayer, on jette les dés. Ça fait rien du tout, vu que ça fait 4 moins 2, 2. C'est pitoyable. Faut le dire, c'est pitoyable. De la merde. Voilà, moi ça me va, moi ça me va. Ces petits cris sonnent la fin de la phase de tir. On n'oublie pas l'aptitude d'allégeance justement Air Anjo, qui est qu'à partir du moment où une unité a subi un dégât, alors tu peux la faire bouger de 1 des 6. C'est ça. Elle va donc pouvoir bouger de 5. J'ai donc reculé mes figurines pour être à un petit peu plus que 12, puisque j'anticipais la charge à 9 ici, ce qui lui empêchera de charger. Tim s'étant mis à plus de 12 pouces, la charge est maintenant impossible. On enchaîne avec la phase de combat. Il n'y en a pas. Ça sonne la fin du tour 1 de Mila. Si on regarde un petit peu justement les objectifs qu'il contrôle, il va contrôler celui chez lui qui vaut 1, celui du centre avec cette petite goule, ce petit prince. C'est voilà. Merci. C'est un féodal, tout ça. Ouais. Il va donc marquer 2-3 points ici, mettant donc le score à l'issue de son tour 1 de 3 à 0. Début de ton tour 1, phase de héros. Déjà, tu vas gagner un petit PC, passant donc de 1 à 2. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me servir du War Chanter pour buffer les 3 Gorgruntas qui sont ici. Et je vais utiliser un donc de mes 2 PC pour pouvoir aller vers le centre de la table, pour pouvoir aller là-bas. Le but étant, je vais sans doute mourir, mais de sacrifier mes Gorgruntas pour clean les ghouls. Mais comme admis, bro. On va se battre. Tu viens de réaliser ton petit mouvement justement de phase de héros et on va clôturer celle-ci en disant que donc ce War Chanter a buffé cette unité où il n'y a pas de dé à lancer, c'est juste vraiment tu choisis une unité pour que celle-ci ait plus un dégât. Du coup, je vais donc passer maintenant à la phase de mouvement. À la phase de mouvement, je vais tout simplement avancer avec les Gorgruntas vers là, toujours dans l'optique de taper sur les ghouls. Les brutes, je vais légèrement les repositionner pour pouvoir mieux défendre l'objectif contre eux. Ces brutes-là vont se décaler par là pour pouvoir aller soutenir leurs collègues. Le Mocrochat, il va juste légèrement se décaler, se mettre en position de menace sur le Terrorgeist sans trop s'exposer. Fin de la phase de mouvement. T'as très bien décrit ce que t'avais dit que t'allais faire et ça s'est bien passé de ce côté-là. Ici, il n'y a pas de tir puisque le seul tir de ton armée, c'est le Mocrochat qui est juste ici. On va donc enchaîner avec la phase de charge. C'est parti. La seule charge est au centre. C'est eux qui vont charger. Ça va être une charge à 5 et 1, 6, plus 1, grâce à ton aptitude d'allégeance, soit 7 pouces de mouvement. C'est très nerveux ça. Je vais donc aller sur les ghouls. Voilà pour le mouvement de charge. On rappelle que pour celle-ci soit réussie, il faut qu'une des figurines soit à 0,5 pouces d'une unité ennemie. Là, la particularité en termes de micro-gestion, c'est que Tim a bien fait attention de à aucun moment rentrer à 3 pouces du Terrorgeist pour éviter que celui-là s'active à la phase de combat. On va donc avoir 2 figurines ici qui vont contrôler cet objectif. Cette figurine ici est à moins de 2 pouces des petites ghouls. Ça fait que le cavalier avec sa lance, lui, pourra taper. On enchaîne ensuite avec la phase de combat. C'est parti. La seule unité éligible à combattre, c'est les petits cochons. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer par faire taper les cavaliers, qui ont donc 3 attaques chacun, plus 1 pour le sergent. J'ai chargé, j'ai donc plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser. Je touche donc à 2. Tout qui touche, sauf 1. Ça sent pas bon. Je blesse donc à 2+. 2 qui ratent. Il a donc
cette sauvegarde à -1. Tu as une sauvegarde à 6 qui passe donc à 7, tu n'as donc pas de sauvegarde. Et comme tu les avais buffés tout à l'heure, sous-entendu, cette petite figurine les avait sélectionnés pour passer dégâts 1 à 2, alors ça va te faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 points de vie perdus. On rappelle que tu fais partie de la grande allégeance de la Death, tu vas donc pouvoir jeter un D6 et sur chaque 6, les PV ne seront pas perdus. C'est parti, ça en fait 14. Allez, beaucoup de 6 ça fait 1, 6. Ça fait donc 13 morts. 13 morts. Eh bien écoute, on va y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 13. On va donc taper aux attaques de monture, puisque toutes les attaques sont résolues en même temps. J'ai donc 8 attaques, 4 et 4. Je l'ai chargé, j'ai donc plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser, à 3+. Et donc du nouveau, à 3+, pour blesser. Donc 4 sauvegardes sans pénétration, ça fait 4 sauvegardes à 6. Il y en a une qui tank. Ok, une qui tank. Ça fait donc 3 sauvegardes ratées. On rappelle que celles-ci sont passées de dégâts 1 à dégâts 2 grâce au War Chanter. Ça va donc te faire 6 insensibles à la douleur sur du 6. Insensible à la douleur sur du 6. Et j'en sauve 2. Pas mal. Du coup, je vais pouvoir engager avec mes ghouls. 2 attaques par tête sur du 4+, reroll les as parce que je suis entièrement à 12 d'un abhorrente. Je peux reroll les as. Belle ghoul. C'est pas mal. Ils sont fâchés, les amis. Ils sont fâchés. Du coup, ça fait 5 touches. Ensuite, sur du 4+, ça te fait 2 sauvegardes sans pénétration d'armure. Donc 2 sauvegardes à 4+. J'ai réussi. Je vais donc mettre la blessure sur lui, il lui reste donc 4 points de vie. Du coup, je vais utiliser l'aptitude de ma cour du jour du festin qui va me permettre d'utiliser l'aptitude frénésie sanguinaire pour attaquer une seconde fois gratuitement. Donc ça va faire 6 attaques encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur du 4+, relance les as. C'est un peu moins bien que la dernière fois. Sur du 4+, rien du tout. On enchaîne ensuite avec la phase de morale. Ici, tu as eu 17 morts, tu as une bravoure à 10. Oui. Ça fait que tu vas partir avec un malus déjà de -7. Oui. Ça va donc faire -7 auquel tu vas ajouter un D6. C'est parti. C'est parti. Ils sont mourus de toute façon, ça fait 4. Ça faisait 11 malheureusement. Ça fait poup. Cette belle phase de morale, enfin ça dépend pour qui. Ça sonne la fin de ton tour 1. Au niveau des objectifs, tu vas contrôler celui chez toi. Tu vas récupérer celui au centre puisqu'à la fin du tour, tu as plus de figurines que ton adversaire. Tu vas donc marquer 1, 2, 3. Le score à l'issue de ce tour 1 et donc de ce round 1 est donc de 3 à 3. Début du round de 2. Grosse pression maintenant, puisque à Age of Sigmar, on définit le joueur qui a l'initiative au début de chacun des rounds. Et qu'en cas d'égalité, c'est la personne qui l'avait au tour précédent qui la conservera, c'est-à-dire Miladin. C'est parti, vous allez donc lancer le dé. Et ça sera un 1 contre un 6. C'est le dé de l'amour qui a gagné. Ça, c'est Nagash qui parle, ça. Début de ton tour 2. Phase de héros. Déjà, tu vas gagner un petit PC passant de 0 à 1. Je suis content. Toujours cool, les PC. Ensuite, phase de héros. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, en fait, j'ai plusieurs choix possibles. De toute façon, il va falloir que je renforce mon Abhorrent Ghoul King sur Royal Terrorgeist. Et en fait, ça va me donner un aperçu de la phase de mouvement que je vais devoir faire après. Du coup, je vais lancer déjà les 2 sorts de l'Arche Régent. Celui qui va donner plus des 3 attaques. Sur du 6, -1, sur du 5. Ça passe tranquillement. Donc, je vais donner plus des 3 attaques à l'Abhorrent Ghoul King sur Royal Terrorgeist. Ce sera plus 2 attaques. Ensuite, l'Arche Régent va permettre de courir et charger mon Terrorgeist sur un lancement de sort à 5. Ça passe facilement. Calme-toi quand même. Je l'ai vu, il y a son avis qui s'est serré comme ça. Il fait, c'est bon, j'ai fait 6. Je vais renforcer mon Terrorgeist maintenant en lançant un sort qui va lui permettre d'ignorer les blessures et les blessures mortelles sur du 5. Donc c'est un sort à 6. Et ça passe cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant que ma phase de héros est finie, je vais enchaîner sur ma phase de mouvement. Mon Terrorgeist est customisé à fond, full buffé. Donc du coup, j'ai beaucoup de marge de manœuvre avec. Ce que je vais essayer de faire en fait, c'est de bouger mon Terrorgeist à l'autre bout du monde, là où il y a les petites brutes, qui veulent fuir contre les Flayers. Les Flayers, eux, vont faire le mouvement inverse et aller chercher l'objet ici et essayer de faire des dégâts contre les Gore-Grunta. De l'autre côté, mon Arche Régent va essayer de se mettre le plus loin possible du Mokrocha, ou alors, j'hésite un petit peu, il va peut-être essayer de supporter ces Flayers pour aller tuer du Gore-Grunta. De l'autre côté, les ghouls, ils vont rester sagement ici. Le but du jeu aussi, c'est de savoir si avec mon jet de course, je vais pouvoir aller assez loin avec mon Terrorgeist pour aller chercher les brutes. Sinon, je vais devoir utiliser un PC que je ne pourrai pas utiliser pour invoquer soit 3 Flayers, soit 20 ghouls. Donc c'est parti pour le jet de course de mon Terrorgeist. Et c'est un 6. Fin de la phase de mouvement. La table a quand même un nouveau visage, puisque déjà, tu as avancé avec une petite course à 3, les ghouls là-bas pour, on va dire, lui offrir aussi le choix
d'aller te voler cet objectif-là. Ça te permettrait, toi, de respirer ici, puisque on découvre aussi que grâce à ta belle Advance, tu as pu utiliser ton point de co pour invoquer 20 ghouls juste ici, multiplier les menaces d'une charge éventuelle sur ce point, qui est que derrière, même si jamais avec son Mocrochat, il arrive à te sortir le Terrorghast, tu auras déjà supprimé suffisamment de menaces ici pour rééquilibrer la partie et donc rendre les tours 3 et 4 plus décisifs. Début de la phase de tir. Les seuls tirs de la table sont les cris de ces 4 figurines. On va commencer par Les Flayers, en fait, ce qui se passe, c'est que il ne peut plus se replier s'il prend des blessures mortelles parce qu'il est à moins de 9 pouces de moi. Donc je vais pouvoir en profiter. Le premier tir de Flayer. Encore une fois, on va jeter 2 dés comparé par rapport à sa valeur de commandement. Comme ils sont sur cochon, ils ont moins peur, ils ont donc un moral de 7. Ça y est, Pumba, ça donne de la bravoure, quoi. Bah ouais. Mais non. C'est parti, 2d6 moins 2. Boum. Ouh, ça fait 6 et 5, 11. Moins 2, 9. Moins 7, ça fait 2. Tu prends 2 BM, mon ami. Je prends 2 BM, je les mets sur lui, il lui reste donc 2 points de vie. On va faire la même avec le monsieur au milieu. 2d6. Oh Ça, c'est un double 6. Ça fait donc encore une fois 12, moins 2, 10, moins 7, 3. Ça fait 3 BM et ça fait donc prout Lui meurt pour 1 et PV. Il perd 1 point de vie. Et du coup, le dernier avec le chef. 7, moins 2, ça fait 5. Et donc ça fait rien du tout. Début de la phase de charge, on va commencer par l'Aberrant Ghoul King sur Royal Terrorgeist. C'est une charge à 6. Et ça nous fait... Ah, C'est sur le socle qu'il va falloir relancer. Je relance. Ça sera donc sur du 5. Purée de pommes de terre. Purée de pommes Il de est là, terre. point de com. C'est passé On à n'est 9. pas invoqué. Je vais charger avec les ghouls maintenant, donc c'est une charge à 9. Oh, Ça ça fait fait un. prout. Ça fait prout. Je savais que j'aurais dû commencer avec l'arche. Go. Du coup, j'active la charge de l'arche régent. Ce sera une charge à 7. Ça passe pas. Alors c'est qui a peur maintenant? Et maintenant, c'est parti pour la charge des Flayers. C'est beaucoup mieux. On va essayer de les garder entièrement à 12, à 18 de l'arche régent, parce que l'arche régent est générale et peut les activer une deuxième fois gratuitement. Donc phase de combat, j'active l'unité de Crit Flayer. Ils ont 4 attaques par tête, plus 1 avec le champion, ça fait 13 attaques. Sur du 4+, les 6, c'est une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. 3+, reine -1, dégâts 1. Il est passé champion parce qu'il a sauvé une princesse une fois, faut le savoir Oui. aussi. Don't rescue me. Sur du 4+, du coup, Ils sont non genrés. et chaque 6 fait une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Bon, c'est pas grave, on prend quand même le seul 6. La blessure sur du 3+, c'est pas mal. Donc j'ai 4 sauvegardes à faire à -1, j'ai une sauvegarde à 4, il faudra faire des 5. Tout raté, donc lui meurt, poup, et lui perd un point de vie. Ensuite, on le rappelle, tu es à moins de 18 pouces de ton arc régent. C'est ça. Normalement, c'est 12 pouces, mais comme c'est le général, il peut activer à 18 pouces. Et du coup, je vais réactiver mon unité immédiatement. Elle va du coup pouvoir s'engager. Faut savoir que cette aptitude normalement coûte un PC. Or ici dans cette allégeance, il peut le faire gratuitement une fois par tour. C'est ça. Et c'est reparti du coup, 4+. Il n'y a pas de 6. Et c'est très moche. 3+. Et ça fait 3 sauvegardes. J'ai donc 3 sauvegardes à -1, avec une sauvegarde à 4, il faut faire des 5+. J'ai réussi une, il perd donc 2 points de vie, il en reste 2. Je vais donc pouvoir frapper à mon tour, je commence par le cavalier, c'est le sergent, il a donc 4 attaques, à 3+. J'en réussis 2. Un dé était sur le sol qui était donc cassé, je le relance, il touche. 3 jets pour blesser, à 3+. Il a donc une sauvegarde, à -1. Donc une sauvegarde à -1. De base, j'ai 5+, ça passe sur du 6. Ça passe pas, il perd donc 2 points de vie, il y en a un qui passe à 2. Je vais donc faire taper la monture, qui a 4 attaques, qui touche à 4. Tout qui touche, j'ai donc 4 jets pour blesser à faire, à 4+. 2 sauvegardes à 5. Pas mal. Dégâts 2, du coup, lui, il dépop. On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. Sur ce corps à corps, tu as perdu 2 petits cochons. Tu as une bravoure à 7. Il faut donc que tu jettes un dé et sur un 6, tu excéderas ce test de bravoure et tu perdras un cochon. Pas de 6, pas de 6, pas de 6. Pas de 6, pas de 6. Eh ben, Et non. Et toi de ton côté, tu as eu qu'un mort, tu as une braverie à 10. Tu t'en fous. c'est tranquille, on tank. Ce test de morale sonne la fin de ton tour 2. Au niveau du contrôle des points, tu contrôles toujours celui chez toi qui vaut 1 point. Tu contrôles aussi de nouveau celui au centre puisque tu as plus de figurines que Tim. Tu vas donc marquer 3 points au total, mettant le score de 6 à 3 à l'issue de ton tour 2. Début de ton tour 2. Déjà, tu vas gagner un petit PC, passant donc à 2. Ensuite,
phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, mon War Chanter va buffer le Mokrocha, parce que c'est le tour qu'il aille taper un peu, là, ça fait 2 tours, il s'ennuie. Hein. Et ensuite, je vais me servir d'un point de commandement avec l'aptitude Aeronjo pour déplacer mon Mokrocha par ici, dans l'histoire d'aller lui casser la gueule. Tu as parlé d'un buff justement du War Chanter, on le rappelle, c'est tout simplement qu'il va passer dégâts +1 sur l'ensemble de ses attaques. C'est ça. Fin de la phase de héros, on enchaîne avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Et bah, mon Mokrocha va se déplacer vers le Terrorgeist, histoire d'aller lui casser la gueule, hein, histoire que de régler ça. Les brutes vont aller bloquer les ghouls ici, histoire qu'ils ne reviennent pas dans mon objectif. Ces brutes-là vont aller aider les 2 Flash Eaters ici, enfin, il faut aller aider le Gorgruntas contre les Crypt Flyers. J'avais hésité à aller avec mon Mokrocha, avec mon double mouvement, vers les ghouls pour prendre 4 points, mais je trouvais ça risqué de laisser autant de menaces près de mon objectif à moi. Fin de la phase de mouvement. La petite particularité, c'est que ici, ils n'ont pas été au centre de table, mais à côté de ça, tu penses avec ton Mokrocha chargé en coin, mettre son fion justement à côté de ces figurines-là pour potentiellement mettre 1 ou 2 attaques dessus. On enchaîne donc avec la phase de tir, et qu'est-ce qui va se passer? Bah, le Mokrocha, il va crier très très fort sur le Terrorgeist. Je suis pas le seul à avoir un cri. C'est parti. J'ai donc des 6 tirs, 4 tirs. Vu qu'il crie très très fort, ça touche donc à 2+. 3 touches. Je blesse maintenant à 3+. 2 sauvegardes. Ça fait 2 sauvegardes à -1, donc sur du 5+. J'en sauve qu'une seule, et j'ai un Feel No Pain à 5. Je la sauve! Maintenant, on a la phase de charge. Ça va pas être très compliqué. Je vais charger avec tout ce qui peut charger, sauf le War Chanter. Je commence par mon Mokrocha, qui charge à 8. Maintenant, on va charger avec les brutes. Ils font donc 10. On va charger avec cette unité de brutes. Et eux, ils font 11. Du coup, vu que j'ai chargé avec mon Mokrocha, je vais donc jeter 8 dés. Pour chaque 5+, il va subir une blessure mortelle. Ouf. C'est pas mal. On jette le 1 qui était sur un socle, et c'est encore un 5. Bien sûr! 1, 2, 3, 4, 5 blessures mortelles. 5 blessures mortelles que je vais annuler sur du 5. Et il en prend 3. Il lui reste donc 11 points de vie. Début de la phase de combat, je vais utiliser mon artefact qui dit que au début de la phase de combat, une fois par bataille, je peux relancer les jets de blessure non seulement pour mon héros, mais aussi pour sa monture. Du coup, à la phase de combat, je vais faire comme lui, je vais mettre un buff. Je vais donc utiliser l'aptitude de co de mon méga boss pour donner +1 pour toucher à toutes les unités entièrement à 12 pas. Ça voudra dire le petit mec tout seul avec Pumba et le pack de 5 brutes. Et le Mokrocha. De lui-même. Ça c'est important, oui. J'active maintenant le Mokrocha. Ils ont donc 8 attaques qui vont toucher à 2+. J'ai donc 8 touches. J'ai donc maintenant 8 jets de blessure à faire qui vont blesser à 3+. Ça fait donc 7. Ça fait 7 sauvegardes à -2, dégâts 4, du coup ce sera 7 sauvegardes sur du 6. Allez mon ami, faut tenir. Et ça en fait déjà 2. Ça en fait déjà 2. Ça fait donc 5 sauvegardes ratées, c'est dégâts 4. Il va donc jeter 20 insensibles à la douleur sur du 5. C'est le moment de faire... mon ami. Oh, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, PV. C'était presque. Il est mort. Il est mort. Il perd Pouvoir son de la aile. chair. Il perd tout. Il perd tout. Conformément à l'aptitude d'allégeance Aeronjo, j'ai tué une unité avec une unité Aeronjo, j'ai donc le droit de choisir une autre unité pour frapper. Je vais choisir Pumba. J'ai donc 4 attaques qui touchent sur des 2 grâce au méga boss. 4 touches. 4 jets pour blesser à 3+. Tu as donc 3 sauvegardes à -1. 3 sauvegardes à -1, ça fait des sauvegardes à 6. C'est beau, c'est beau, c'est beau, je prends. Ça fait donc 2 PV perdus puisque malheureusement tu n'es pas entièrement à 12 pouces de ce petit héros. Tu vas donc perdre 2 PV en mettant 1 à 2. Je vais donc maintenant faire taper la monture qui va toucher à 3, toujours grâce au méga boss. J'ai donc 2 touches et qui vont blesser à 4+. Tu as donc une sauvegarde normale. Yes, il va survivre du coup. Ce sera sur du 5. Zonk. Donc du coup, je vais activer mon unité de ghoul. Et en plus de ça, je vais utiliser mon triomphe pour relancer les jets de blessure. Du coup, ça va faire 43 attaques sur du 4+. 4+ relançable. 4+. On va voir ce que ça donne. 4+ relançable. Relançable. C'est mieux. Tout ça en sauvegarde à 4+. Il y a 3 PV par bonhomme. Ça fait 1 mort. T'es mort. 3 morts. Et 4 morts. Oui, ça ce sont des paysans qui vont devenir des chevaliers, mon ami. Ils ont tous une histoire à raconter. Je sais pas ce qu'ils mangent mais ils ressemblent pas à des paysans ces mecs. Hein. Je vais donc activer le boss de l'unité qui a 3 attaques avec son boss Choppa. Il touche donc à 3+. Full. Touche. Je vais blesser à 3+. Tu as donc 2 sauvegardes à -1. Ça fait malheureusement pas de sauvegarde puisque c'est reine -1. C'est dégâts 2 puisque c'est une grosse hache. Ça fait donc
4 PV perdus. Il n'est pas à portée de héros pour pouvoir justement avoir un insensible. Ça fait donc 4 morts. Mila a ensuite choisi d'activer cette unité. C'est parti. Ça va faire 9 attaques sur du 4+. Les 6 c'est des BM. Ça fait 2 blessures mortelles en plus des dégâts normaux. Et je crois qu'il lui restait que 2 PV. Il est mort. Ici, si on regarde la table, on voit que toutes les figurines qui sont à moins de 3 pouces d'une figurine ennemie ont déjà été activées. Or, cette unité avait chargé, elle est donc éligible à s'activer, sous-entendu faire 3 pouces pour se rapprocher de l'ennemi le plus proche. En l'occurrence, cette unité de Ghoul qui va lui permettre, avec ces deux figurines, de tout simplement faire 3 pouces en se rapprochant, sans pour autant s'éloigner d'autres figurines qui pourraient être les plus proches, dépendamment vraiment de chacune d'elles. Par exemple, celui-ci ne doit pas s'éloigner de la figurine là-bas. Mais en tout cas, avec ces deux-là, tout en maintenant sa cohérence, il peut aller replacer deux figurines sur cet objectif. On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. Par rapport au Ghoul, il y a eu 4 morts. Il a une bravoure à 10, ça fait que normalement il ne pourrait pas fuir. Et en plus de ça, on rappelle que la Horde fait le moral aussi à Age of Sigmar, puisque par tranche de 10 figurines dans l'unité, on va avoir un bonus de +1. Ici, autant dire qu'il ne pourrait pas perdre de figurines, on va donc pas faire le test. Par contre, sur ce gros monsieur, ils étaient 5, il est donc 4 morts. Il a une braverie à 6. Il va donc jeter un dé et sur un 3+, il va fuir. J'y crois à fond. Courageux! Non! Fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs, tu vas marquer uniquement un point pour contrôler celui qui est chez toi, puisque sur l'objectif central, il va avoir 2 figurines et toi une. Le score à l'issue de ce tour et donc de ce round passe de 6 pour la death à 4 pour la destruction. Début du round de 3. On va regarder tout de suite quelle initiative, et pour rappel, en cas d'égalité, c'est le joueur qui l'avait précédemment, à savoir Miladin, qui la conservera. C'est parti, et ça sera 2. Il a fait 6. On enchaîne avec le début du round de 3. Est-ce que tu choisis de prendre la main? Oui, je prends la main. Oui, tente-toi, Jean-Pierre. Ensuite, phase de héros, tu vas gagner un petit PC passant de 0 à 1. Et qu'est-ce que je vais faire pendant celle-ci? Phase de héros, le War Chanter va buffer le méga boss en lui donnant +1 en dégâts. Et ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? À la phase de mouvement, je vais me servir du mouvement du Mokrechat pour essayer de reprendre l'avantage un peu sur les objectifs et reprendre le contrôle de la table. Je vais tout simplement déplacer mon Mokrechat par là pour voir ensuite ce que me donne la charge, peut-être avec un peu de chance aller chercher l'objectif à 4, ou alors charger les Crypt Flyers et peut-être essayer de rebondir pour aller tuer l'Arche Régent. Début de la phase de tir, on a le Mokrechat qui va hurler Sur nos amis Crypt Flyers, il fait donc des 6 tirs, ça fait donc 1, pas très motivé, à 2+ pour toucher. Et il touche pas. On enchaîne ensuite avec le début de la phase de charge. Qu'est-ce que tu vas faire? On va commencer par le mec important, le Mokrechat. Yes, à Age of Sigmar, d'abord on jette le dé et après on décide justement de ce qu'on fait de ces mouvements. C'est parti. Allez, une grande charge, une grande charge, une grande charge. Et ça fait 7. Pour information, ici il fallait faire 11, moins 1 ou +1 parce que c'est un euro, ça faisait donc une charge à 10. Et là malheureusement il va être obligé de se rapatrier ici. Du coup, je vais utiliser la règle du Mokrechat qui me permet de mettre des blessures mortelles à la charge. Je jette 8 dés et sur chaque 5+. J'en mets donc 2. 2 insensibles à la douleur sur du 6. J'en ignore un, du coup. Ce dernier-là, enfin cet avant-dernier-là, il lui reste un PV. Début de la phase de combat, je choisis donc d'activer le Mokrechat en espérant qu'il les tue et pouvoir ensuite activer nos amis brutes ici. Donc du coup, j'ai 8 attaques qui touchent à 3+. Et qui blessent à 3+. Insensible à la douleur sur du 6. Ouais, on va dire que c'est mort. Après son activation, comme il a réussi à détruire une figurine, on rappelle que la règle d'allégeance est qu'une autre unité orc va pouvoir s'activer. Qu'est-ce que tu vas choisir? Je vais donc choisir les 5 brutes ici. Et Achille nous a rejoint aussi. J'active donc l'unité, je vais commencer par les gars de base, ça fait donc 9 attaques, touche sur des 3+. 5 touches qui blessent sur des 3+. Ici, les blessures étaient Ren-1, sa sauvegarde à 6 passe donc à 7, il n'est pas à côté d'un personnage, ça fait donc directement 3 morts. C'est ça. Et on va dire poup, poup. Et ouais, vas-y toi, poup. Mais ils ont tous une histoire à raconter. C'est bien, mais heureusement qu'il n'y a pas eu trop de morts parce qu'il y aurait eu 20 minutes de poupe. Je vais donc maintenant faire taper l'arme spéciale, qui a donc 3 attaques qui touchent sur des 4+. J'ai donc 2 touches. Ça blesse sur des 3+. Il n'a toujours pas de sauvegarde puisque sa sauvegarde à 6 passe à 7. Maintenant, ça va faire 2 des 3 points de vie. Et ça fait plein. 1, 2, 3 points de vie, soit 3 morts. Et ils ont toujours une histoire à raconter. Maintenant, je vais faire taper le boss, parce qu'avec Iron Joe, ça finit jamais de taper. J'ai donc 3 attaques qui touchent à 3+, qui va blesser à 3+, qui blesse, c'est -1, dégâts 2. Ça fait donc 2 morts en plus. Poup. Eux, ils ont pas d'histoire à raconter. Là, non. Ouf.
Ouais, Là, il y en a c'est plus, des écuyers. il y en a c'est plus pas- assez d'histoire, il y a plus assez d'histoire. Donc j'active l'unité de Ghoul. Ce qui va se passer, c'est qu'ils ont perdu une attaque vu qu'ils sont moins de 20. Donc ce sera 2 attaques par tête. Ça va faire 15 attaques sur du 4+. Ça blesse sur du 4. Une sauvegarde à 4. Il lui reste donc 2 points de vie. On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. Et dans ce pack-là, tu as eu... 8 morts Ils ont une braverie. de 10. Ça va donc faire... D6 moins 2. C'est parti. Allez, un 2 5, ça fait 3 morts. Ce test de déroute sonne donc la fin de ton tour 3. Au niveau des objectifs, tu vas marquer 1, 2, 3 points, mettant donc le score de 7 à 6 à l'issue de ton tour 3. Début du tour 3 de la mort, des fléchiteurs courtes. Début de ta phase de héros, tu vas passer de 0 à un petit point de commandement. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire pour synergiser tout ça? Du coup, pour commencer ma phase de héros, je vais essayer de buffer mon arch-régent pour voir jusqu'où ça va aller. Je vais essayer de le faire voler avec son sort qui passe sur du 5 du coup. Ça passe. Maintenant, je vais essayer de passer encore une fois sur du 5 parce que j'ai plus 1. Le sort qui donne des 3 attaques supplémentaires. C'est parti. Ça passe? Ça passe. Du coup, je vais lancer un des 3 pour voir combien d'attaques supplémentaires je peux avoir. Une attaque supplémentaire. Du coup, j'aurai 8 attaques en tout. Maintenant, à ma phase de mouvement, ce que je vais faire tout d'abord, c'est courir avec cette unité en la repliant. Du coup, ça fait une course à 2. Ils ont un mouvement de 6. Ça va faire un mouvement total de 8. L'arch-régent va contourner le Mokrocha et il va être suivi de ses ghouls. Fin de la phase de mouvement de Miladin et des fléchiteurs courtes. Maintenant, t'as les petits combos. Ouais, phase de charge, ça fait toute la partie que j'attends de pouvoir le faire, je vais enfin pouvoir le faire. Je vais pouvoir utiliser l'aptitude de base Iron Sense avec cette unité et à la phase de charge de mon ennemi, charger ces 5 petites ghouls qui voulaient me voler mon objectif. Pour ce faire, ça va te coûter un PC, Un et PC. il faut qu'il soit soit à 12 pouces d'un personnage, soit à 18 du seigneur de guerre, à savoir ici le Mokrocha, et 18 arrive à peu près ici. Alors, je le montre avec la technologie FWS, c'est-à-dire ma main. Et de toute façon, je pouvais pas aller assez loin pour éviter la charge. Exactement. C'est parti pour la charge et ça fait 3 et 5, 8. Plus 1, 9. Ça, c'est sûr que ça passe. Et on le voit avec la nouvelle technologie qui sont mes doigts. Beau setup le nouveau studio. Hein. Bosser, t'as bossé. Bon, on sent qu'il y a du budget quoi. On enchaîne ensuite avec le début de la phase de combat et ça reste le tour de Miladin, même si celui-ci n'a pas chargé, va donc pouvoir activer une unité. En l'occurrence, la seule éligible, ce sont ces ghouls. C'est parti. Ils sont 2, 4, 5. C'est parti. Ça va donc te faire 11 attaques puisqu'il y a le chef dedans. Sur du 4+. Et maintenant, sur du 4+. C'était un 4+. Ils étaient pas préparés à la guerre. Ils ont pas vu On arriver. était pas prêt pour ça, chef. Du coup, moi, je vais commencer avec mon boss, parce que autant finir avec le boss tout de suite. Ouais, vas-y, vas-y. Il a 3 attaques qui touchent à 3+. Ça me fait donc 2 touches, qui vont blesser à 3+. Ça fait donc une sauvegarde, Rennes-1, sa sauvegarde à 6 passe à 7, c'est dégâts 2, ça fait donc 2 morts. Je vais donc maintenant faire l'arme spéciale, qui a aussi 3 attaques, mais qui elle touche à 4+. Donc une touche, qui va blesser à 3+, qui blesse pas. Je vais donc faire maintenant le reste de l'unité, ça fait donc 9 attaques qui touchent à 3+. Ouh, c'est le drame. Et donc maintenant encore 3 attaques qui blessent à 3+. Ça fait donc 2 morts. On termine par la phase de déroute, et ici, il a eu 4 morts, il a un moral de 10, résultat, il ne peut pas fuir. Au niveau du contrôle des points, Miladin contrôle toujours l'objectif qui est chez lui, pas celui central, et malheureusement, ici, Tim va avoir 1, 2, 3 figurines, versus 1 pour Miladin, marquant donc un seul point. Mettons donc le score de 7 à 7 pour personne, ou pour les deux. On va dire pour les deux, il faut être optimiste un petit peu. Faut être pour être. C'est les deux qui ont un bon score. Début du round de 4, on va voir qui gagne l'initiative, à savoir qu'en cas d'égalité, encore une fois, c'est celui qui avait l'initiative au tour précédent qui va la conserver, à savoir Tim, c'est parti, et ce sera 1 et 6. Je vais bizarrement prendre l'initiative. Début du tour 4 pour toi. Déjà, tu vas passer de 0 à 1 point de co à ta phase de héros. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire comme synergie? Ensuite, je vais me servir du Ward Chanter pour buffer le Mokrocha, lui donner plus 100 en dégâts. Je vais faire sa prière pour lui rendre des points de vie qu'il n'a pas perdu, sachant que c'est vrai qu'on l'a jamais précisé, mais en fait, à chaque fin de tour où j'ai au moins tué une figurine, il gagne un point de vie et une attaque. Il est donc maintenant à 17 points de vie. On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah en fait, tout simplement, le Mokrocha va venir pour essayer d'impacter les deux unités en même temps, pour espérer les tuer, et tout simplement, bah, clean la table en fait. Je vais essayer d'être un tour décisif où je finis la partie. Du coup, maintenant, je vais faire ma phase de tir. Notre ami Mokrocha va crier très fort sur lui. C'est parti, il va jeter un tir sur du 2+. Mais ça, c'est le nombre de tirs. Ah, excuse-moi. Il va faire fait donc un tir. comme avant, sur du 2+. Est-ce qu'il a des oreilles?
il a des oreilles. Sur maintenant 3+, pour blesser, ça blesse pas. Je vais maintenant faire un mouvement de charge avec mon Mocrechat. Je fais 6, ce qui me suffit largement pour faire ça. Du coup, je vais faire l'aptitude de charge du Mocrechat sur l'Arche Régent. Je jette 8 dés pour chaque jet de 5+, et il va subir une blessure mortelle. Ok, on prend 1, 2, 3, 4. Et ben c'est parti. On peut ignorer les blessures sur du 6. Il en ignore une. Il en perd 3. Il lui reste 4 PV. Je vais mettre toutes les attaques de la monture du Mocrechat dans les ghouls et les attaques du cavalier dans l'Arche Régent. Je vais utiliser l'aptitude du méga boss de pouvoir avoir +1 à ses jets pour toucher dans un rayon entièrement de 12 pas, mais là en l'occurrence c'est pas très important, c'est vraiment pour lui. 8 attaques sur les ghouls à 2+. Fallait peut-être plus utiliser la relance des 1, tu sais. Ouais, peut-être, mais quelques 2 quand même. Du coup je blesse à 3+. Tu as que 2 sauvegardes à -2, mais dégâts 4. Ça fait donc 2 sauvegardes, Rennes -2, ça sauvegarde à 6, passe à 8, il n'a donc pas de sauvegarde, c'est dégâts flat 3 + 1 grâce au buff de tout à l'heure, ça fait donc 8 points de vie perdus qu'il va pouvoir annuler sur du 6 puisqu'il est à côté de son petit bonhomme. C'est parti. Et rien du tout. Ça fait 8 PV, au moins c'est facile à calculer. Je vais donc maintenant faire le cavalier. Ça fait donc 10 attaques, puisque j'avais déjà détruit 2 figurines au tour d'avant, sur des 2+. Ils me colèrent. Ils vont maintenant blesser à 3+. Il est très très colère, ouais, effectivement. Cette sauvegarde sur du 5. C'est dégâts 3, ça va donc faire 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, insensible à la douleur, sur du 6. C'est parti sur du 6, allez. Ah pétain. Ah là 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 Ah là. ça, putain, t'as pas eu de chance, mon mec. Pardon, ça. Du coup, vu que j'ai détruit une unité ennemie sur l'Arche Régent, je vais pouvoir activer les brutes ici, histoire de tuer la dernière ghoul. Du coup, je vais commencer par l'unité de base sur la ghoul, ça fait donc 9 attaques à 3+. Et à 3+ pour blesser. Ça fait 4 sauvegardes à 2+. Du coup, il est mort. Bah, du coup, je vais faire 4 attaques. Il n'y a pas de champion, du coup, ça va faire 4+. Ok. 4+. Rien du tout. On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. Ici, tu as eu 8 morts. Tu as une bravoure à 10, ça fait que tu vas jeter un dé. Sur un 2, tu seras en dessous ou équivalent à ta morale. Et sur 3 ou plus, malheureusement, ce sera le nombre de morts. Allez, il faut avoir une histoire à raconter. Un 5 ou un 6. Allez. 5 ou un 6. Oh, et ça fait... Pff, parce que c'est le bruit que font les flèches d'un coup. Quand ils se décomposent, ils font. Voilà. Cette phase de déroute sonne la fin de ton tour 4. Durant celui-ci, tu vas marquer 1 point pour l'objectif qui est chez toi et 2 points pour l'objectif central. À l'issue de ce tour, le score est donc de 10 pour... J'allais dire les gentils, mais non, c'est la destruction. C'est les gentils, on est des chevaliers. C'est vrai. 7 pour les gentils de la mort. Ensuite, comme tu t'es fait table rasée, on va théoriser et continuer la partie en dehors de la table, entre guillemets, puisque toi, à ton tour, déjà, tu ne vas pas gagner de PC. Enfin, je vais en gagner un, mais il va me servir à rien. C'est vrai. Ensuite, tu vas continuer par contre de contrôler l'objectif 3, mettant donc 1 point. À l'issue du round de 4, le score va donc être de 10 à 8. Et c'est au tour 5 où toi, au mieux, tu en remarquerais 1. Et toi, par contre, il n'y a pas de secret, tu vas réussir à contrôler tous les objectifs de la table, c'est-à-dire marquer 1 point pour l'objectif chez toi, 2 points pour l'objectif central et 4 points, soit 7 points pour l'objectif qu'il y aura dans le camp de Miladin, notamment avec ton Mocrechat, mettant donc le score à l'issue de cette partie de 17 pour la destruction à 8 pour la mort. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de cette partie de League Age of Sigmar avec des listes en tout cas pour débuter qui sont faits avec des listes assez homogènes où on a tenté d'équilibrer un petit peu justement dépendamment des achats qu'on va pouvoir faire avec les start collecting ou en tout cas commencer AOS pour pas trop cher. Je me retourne vers le vainqueur, la destruction quelque part, qui a été qui a fait son travail, brutal et rusé. Ou les deux, je sais pas qui mettra en avant. Rusé, brutal. Qu'est-ce que t'as pensé de la game et surtout de cette liste que tu jouais? Bah en fait la game était vraiment sympa. On avait des listes assez similaires, c'est ce qu'on s'est dit avec Miladin durant la partie. C'est vrai que c'était un peu à celui qui arrivait à charger le monstre de l'autre. Heureusement pour moi, Mork lui a mis un petit croche-patte avant qu'il charge et il a raté la charge de son Terrorgeist. Ou alors il a vu un orc et il a eu peur, ce qui est normal, parce que les Rangers ça fait peur. Mais honnêtement, la game était très agréable à jouer, puisqu'elle est vraiment centrée autour d'une grosse pièce, et puis on aime tout ça, on aime tous avoir ce gros monstre ultra badass qui fait les choses. Moi j'ai vraiment accentué ça avec des prières pour le healer, des buffs, des doubles mouvements, et du coup c'est vraiment sympa de pouvoir jouer ça. J'ai eu peur longtemps quand les 20 ghouls ont apparu là-bas, j'avoue que j'étais pas bien, je me suis dit, ça commence à faire plein de choses dans le monde. Le fait qu'il rate ces 2 charges, qu'il ait plus de PC, ouais. T'as respiré. En fait, c'était un peu ce que je me suis dit quand il a invoqué les ghouls. Alors la charge était pas compliquée avec le Terrorgeist, c'était à 6. C'est un peu plus d'une chance sur 2. Mais c'est vrai que c'était risqué dans le sens où moi j'aime bien toujours, si c'est une charge importante, garder un PC pour pouvoir la relancer. Parce que là, ça change tout. Le Terrorgeist qui rate sa charge ou qui la réussit, c'est pas du tout la même partie.
Il a invoqué les 20 ghouls, ça a mis beaucoup de pression, ce qui m'a obligé à revenir pour la gérer, mais du coup ça a fait qu'il a pu rater cette charge parce qu'il n'y avait plus de points de com. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de la game? Bah, du coup, en fait, quoi, comme tu as dit, on a des armées similaires. Donc moi j'ai trouvé ça très cool en fait de pouvoir avoir une partie où ça se joue vraiment entre deux gros monstres qui se tapent dessus. Après, ce qui a été cool, c'est que j'ai pu quand même durer sur la partie avec des invocations. Tu aurais pu gagner sur un double tour en allant justement marquer 2 fois les 7 points de la table. Ouais. Et même si t'étais devant, clairement devant niveau attrition, t'aurais pas pu revenir mathématiquement dans le score. C'est ça, c'est au T3 et T4, j'aurais pu aller chercher en fait 7 points, 14 points de suite. Et du coup, ça aurait vraiment vastement changé la game, même sans Terrorgeist. C'est ça en fait la force des ghouls, c'est que on est obligé, notre adversaire est obligé de se charger du gros monstre, sans pour autant avoir les moyens d'aller un peu partout sur la table pour défendre les objectifs. Ce serait vraiment la différence entre nos listes, là où moi j'ai senti que c'est le Mokrocha qui a tout fait. Globalement, même si les brutes se sont défendues, dès qu'elles sont pas buffées, elles sont vraiment moins létales. Et le Mokrocha fait vraiment le travail. Et du coup, alors que quand lui il perd le monstre, il a encore plein d'outils. C'est vrai que ses invocations sont pénibles, il a moyen d'être partout sur la table, il a moyen d'apporter du point de vie, mais parce que 20 ghouls, ça se tombe pas comme ça. Et c'est vrai que c'était vraiment la différence là qui s'est jouée. C'est vrai que quand t'as perdu Pumba, on n'a pas tellement senti la différence. Non, voilà, je perds les trois. Mais On les a trois perdu les Gorguntas fans, hein. sont- Par contre, les trois Gorguntas sont vraiment mieux défendus que ce que je pensais. Ils sont restés assez longtemps, mine de rien, ça reste 4 points de vie, 15 points de vie, pardon, on sauvegarde à 4. Donc c'est assez solide. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé là, c'est l'allégeance Iron Sense qui m'a permis de charger à sa phase de charge. C'est tellement fun. Personne n'oublie ça et c'est vraiment cool de dire attends tu charges, moi aussi je charge. Et bah non c'est mon tour, non je charge, je suis un orc, rien ne m'empêche de charger. Et du coup il y a vraiment énormément de mouvements dans cette armée et c'est très agréable. On a certes qu'une ou deux grosses menaces, mais on est vraiment capable de l'amener là où on veut en fait. Et c'était très intéressant en fait de voir à voir parce que justement j'avais fait une course à deux, du coup je pouvais pas me déloger d'une charge pendant ma phase de charge. Du coup c'était intéressant de voir en fait que les Iron Sons peuvent vraiment renverser une partie sur ce genre d'aptitude. Parce que là c'est vraiment, je la gagne sur cette charge en fait, c'est littéralement ça je pense. Sinon il prend l'objectif, même si j'ai le double tour après, il a marqué beaucoup de points, c'est difficile pour moi de revenir. Alors là on a un écart grand parce que je l'ai empêché de scorer 7, donc ça change vraiment, cette charge elle change vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu ferais toi pour passer de 1000 en 2000 pour les personnes qui ont acheté un start collecting ou en tout cas ce genre de liste? Du coup, si vous avez pris cette liste qui vous a été conseillée, je pense que les ajouts sympas, ce serait de reprendre un deuxième start collecting. Et tout simplement, on a pu voir que les cochons sont vraiment meilleurs que ce qu'on peut croire. Hein. Vraiment, donc du coup, en avoir 6, soit 1x6, soit 2x3, c'est intéressant. Ça vous amène à 20 Hard Boys, qui est une unité intéressante. Et là, rajouter à la limite un chaman qui vous permet de téléporter ces 20 Hard Boys et créer une autre menace que ce Mokrocha qui est tout seul sur la table. On commence à avoir 10 brutes, faire un pack de 10, c'est ce que j'avais parlé en début de vidéo. On a ces 6 cochons, on a ces 20 Hard Boys, on commence à avoir des beaux packs qui font pas rire. On est aux alentours de 1500-1600 points là en plus, donc il reste encore des ça, choses il à reste faire. encore de la marge pour faire ce que vous voulez. Et du coup, je pense que c'est une armée où on a vraiment moyen de se faire plaisir. Et surtout, c'est une armée qui est agréable à jouer, mais qui est pas du tout frustrante pour son adversaire. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Miladin, mais c'est marrant, ça tape, c'est pas overkill, ça roule pas sur tout. Enfin, c'est vraiment une armée qui est agréable à jouer. On a supprimé toutes les insultes T4. Ah ok, donc c'est bon. Donc Miladin a apprécié la partie aussi. Je me retourne un petit peu vers toi justement. Qu'est-ce que tu ferais pour les Flesh Eater courtes qui ont une armée qui ont eu énormément de succès en V2? Étonnamment, on était sur des vieux kits et quand ils ont ressorti le BT, ça a surpris tout le monde. Déjà de les revoir revenir. La patte, on va dire, de l'armée par son fluff est super cool. Tu nous as rapidement présenté tout à l'heure. Et donc il y a eu énormément. Et donc c'est une armée qui a quand même son bagou propre. Qu'est-ce que tu ferais toi pour passer de 1000 à 2000, peut-être même en changeant d'allégeance? Ce qui est cool déjà, c'est que rien que cette armée à 1000 points, la base c'est le start co. Toutes les figurines que vous avez dans le start co, elles vous servent dans cette armée à 1000 points. Derrière, après, vous achetez juste une boîte de ghouls, une autre boîte de flayers et un arche régent. C'est vraiment pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. C'est plutôt cool en fait d'avoir juste 3 boîtes à acheter en plus. Et derrière, en fait, vous pouvez faire n'importe quoi. Il y a tellement de variations possibles en 2000 points avec les Flesh Eaters. Vous pouvez partir sur des listes avec que du Flayer, avec que de l'horreur, avec beaucoup de ghouls ou avec que du monstre. Vous pouvez soit partir sur un start collecting en plus, ou alors sur d'autres petites boîtes par-ci par-là. En fait, tout va vous servir parce qu'en plus, comme il y a des invocations, tout peut vous servir. Vous pouvez prendre des petits héros, des gros héros, des Vargulf, tout vous servira pour les invocations ou alors pour un autre build d'armée. Ce qui est cool, c'est que toutes vos figurines vont vous servir pour faire n'importe quel type d'armée. Donc c'est toujours bien en fait d'avoir une petite boîte de ghouls en plus, une petite boîte d'horreur ou de flayer, un Terrorgeist en plus, c'est toujours sympathique, où vous pouvez le changer en dragon zombie. Vous avez une versatilité incroyable avec cette armée, et en plus, fluffiquement parlant, c'est juste magnifique. En tout cas, malheureusement pour toi, tu ne continues pas la ligue, mais on te retrouvera sur d'autres rapports de bataille. Toi, tu passes en demi-finale.
toujours avec les Iron Joe. Toujours la même armée. On va voir justement comment est-ce que ça se profile pour le reste des games. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio et voir ainsi votre nom gravé ici. Vous pouvez aller sur le Tipeee avec un engagement mensuel à partir du 31 janvier. On va figer justement les gravures et on vous dit A plus les Wargamers.